Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau séminaire, ce nouveau webinaire du Market Insight qui sera consacré aujourd'hui aux salons internationaux, en tous les cas des différents résultats ou tendances que nous avons collectés durant ces salons auxquels nous avons participé au premier semestre 2025. On va attendre qu'un certain nombre de participants arrivent avant de commencer. Nous espérons que vous allez bien. En tous les cas, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Alors, je vais faire quelques recommandations sur le webinaire et le déroulement de ce webinaire. Donc, je vous rappelle que votre micro est coupé. Lorsque vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à le montrer dans le chat, mais ça, on le fera au moment des questions et des réponses. Ces questions et réponses, vous les avez au bas de votre écran. Vous pouvez donc cliquer et poser donc vos questions. Et donc, pendant le webinaire, on pourra les collecter et ensuite on répondra à ce moment-là. Et puis, la session est enregistrée. Elle sera partagée avec vous donc à la suite de ce séminaire. Nous vous l'enverrons avec également les réponses aux questions-réponses. Et la présentation, bien évidemment, sera fournie avec l'enregistrement du webinaire et vos commentaires dans le chat donc, sont bien sûr bienvenus pour améliorer les prochaines sessions. N'hésitez pas à, donner vos idées s'il y a des améliorations à faire à notre niveau. Voilà. On va démarrer. Donc, nous allons vous présenter le webinaire en 6 sections. Voilà, il y aura 7 parties. Donc, il y aura une introduction de l'équipe Co-Lead, enfin une introduction de l'équipe, mais également des activités de l'association, de l'organisation et des activités du Market Insight. Puis ensuite, on fera une présentation de l'analyse des salons auxquels nous avons participé en 2025, en tous les cas pendant le premier semestre. On parlera des grandes tendances de ces salons que nous avons donc collectées au sein de ces salons, les innovations alimentaires. En quatrième partie, en cinquième partie, la position des pays ACP dans le cadre de ces salons. Un aperçu, et c'est un exemple qu'on va donner du salon Gold Food de Dubaï, auquel nous avons participé pour la première fois en tant que visiteur et en tant que Market Insight. Et puis, on aura en dernière partie les questions et réponses. Voilà, donc sans plus tarder, j'espère que voilà, nous sommes un certain nombre à participer à ce webinaire. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Thiago qui va vous présenter le COLID et le département information sur les marchés. À toi, Thiago. Denis, merci beaucoup. Alors, je vais commencer d'abord avec la présentation du Collet AD. Alors, comme vous pouvez voir dans le prochain slide, euh, le Collet AD est connu comme le Comité de liaison entrepreneuriat, agriculture et développement. On est dans ce cas une association professionnelle privée à but non lucratif. On existe déjà depuis plus de 50 ans et on s'appelait auparavant le Collet ACP. Alors dans ce cas, notre mission, elle est de mettre en place des activités à travers différents programmes pour renforcer la contribution de l'agriculture aux objectifs de développement durable. Et notre vision qui est Growing People, ou simplement faire grandir les personnes, elle vise à développer ces personnes car elles sont essentielles pour le progrès de l'agriculture. Alors dans ce cas, nos actions, elles visent à renforcer les compétences de ces personnes et de leur structure
pour améliorer leurs capacités afin aussi que ces groupes d'agriculteurs et d'autres puissent accéder aux marchés nationaux mais aussi régionaux. Alors, nos actions, dans ce cas, elles sont guidées par la mise en pratique de nos valeurs, qui sont l'engagement, l'amélioration continue, la différence, la performance ou même l'humanité. Dans ce cas, nous offrons un réseau d'entreprises, d'organisations professionnelles et même d'experts engagés en faveur d'une agriculture inclusive et durable qui représente environ 500 membres. Alors, un grand network. Dans ce cas, le COLID est une boîte à outils qui conçoit, gère et met en œuvre des programmes de développement, mais aussi nous gérons ces programmes principalement d'assistance technique et d'information, dont le FFM+. Alors, avec qui travaillons-nous? Dans ce cas, nos cibles principales sont les entreprises qui commercialisent sur les marchés nationaux et régionaux, mais nous travaillons aussi avec des entreprises, des prestataires de services, des centres de formation, des instituts de recherche et même les services publics. Alors, le Coléad est actif dans plus de 50 pays, principalement dans la région ACP, alors Afrique subsaharienne, Caraïbes et Pacifique. Dans ce cas, principalement dans le secteur des fruits et légumes frais, mais récemment, nos activités se sont étendues à de nouveaux pays et secteurs de l'agroalimentaire, portant ainsi le nombre de pays cible à plus de 140 pays. Alors, pour plus d'informations, nous vous invitons bien sûr à accéder à notre site internet et voir plus. Alors, continuons vers le centre de ressources du COLEAD. Alors, ce centre de ressources repose déjà sur plus de 25 ans d'expérience et de production de connaissances. Dans ce cas, à l'origine, le focus était sur la sécurité des aliments, mais depuis, les thèmes se sont élargis pour inclure la gestion de l'environnement, la production et la transformation des aliments, et encore plus. Cela a permis de développer des méthodes de formation en cascade, reliant les experts extérieurs aux ressources internes des entreprises. Dans ce cas, le CODEAD a même obtenu une certification ISO pour son système de gestion de la formation. Et cela aussi démontre son engagement à développer les compétences par l'éducation, l'apprentissage et la recherche. Cette norme est adaptée aux organisations de toute leur taille ou méthode et s'aligne avec la vision du COLAD qui est encore une fois faire grandir les personnes. Alors le COLAD partage ses ressources en publiant un catalogue de formations couvrant plus ou moins 8 thèmes, incluant la gestion de l'environnement, la production durable, la sécurité sanitaire, le développement des affaires, la santé des plantes et encore plus. Et ces ressources sont majoritairement accessibles librement, avec certaines qui sont disponibles sur demande ou réservées aux membres et bénéficiaires des programmes du COLAD. Alors, les principales ressources disponibles incluent une bibliothèque électronique qui donne accès aux guides et publications, une plateforme de formation e-learning qui donne des modules sur la gestion de l'environnement, des lois du travail et encore plus, une plateforme de statistiques qui donne des données interactives sur la production agricole et encore plus, une plateforme sur les règlements, un outil d'auto-évaluation ou même les actualités. En plus de ces ressources, notre assistance technique a par le passé proposé des formations spécifiques pour la préparation des salons, souvent organisées en janvier. Bien que ces sessions ne soient pas forcément prévues pour l'année prochaine, nous vous encourageons à rester attentifs car autres formations et ateliers pourraient vous être utiles pour votre participation au salon. On vous encourage de, encore une fois, regarder notre site internet ou même nos réseaux sociaux par LinkedIn ou Facebook. Alors, continuons vers l'approche holistique du COLEAD. Cette approche est importante pour le développement de ces programmes reposant sur trois piliers essentiels. Le premier est connu comme faciliter l'accès au marché. Dans ce cas, notre département, le département d'information sur le marché, met à disposition des études de marché, des profils de marché et même des données statistiques. Le département de recherche et innovation s'occupe de trouver des solutions pour les produits phytosanitaires, explorer des techniques de production innovantes et même de suivre l'évolution des réglementations pour être toujours à jour. Pour le deuxième pilier, qui est connu pour le renforcement de la chaîne de valeur, ce pilier vise à renforcer les chaînes de valeur grâce à l'assistance technique, tant qu'en ligne que sur le terrain. Il inclut également des formations professionnelles pour travailler directement avec les entreprises et leur personnel. Finalement, le troisième pilier qui est connu comme renforcer l'impact,
Ce dernier pilier met en valeur les réussites des entreprises et nous organisons des webinaires avec la PAFO en Afrique, l'ICA dans les Caraïbes et même le PIFON dans le Pacifique. Ce pilier inclut aussi notre participation à divers programmes de recherche, un travail rendu beaucoup plus facile par notre département de réseau et alliance et soutenu par notre département accès au financement qui aussi aide au développement des entreprises. Alors enfin, pour soutenir ces trois piliers, nous avons des ressources digitales, notamment cette boîte à outils, accessible non seulement aux partenaires bénéficiaires de nos programmes, mais aussi à toutes les entreprises et organisations, quels que soient membres ou pas du COLEAD. Alors finalement, présentons l'autre département, le département des analyses du marché. Dans ce cas, notre département euh, est actuellement composé par 5 personnes. Nous collaborons avec un réseau d'experts indépendants ainsi qu'avec l'expertise de nos membres. Mais aussi, nous collectons et croisons des données que nous stockons sur une plateforme dédiée permettant la création de tableaux interactifs ou même d'études. Nous suivons l'actualité du secteur agroalimentaire et même partageons des informations et analyses recueillies lors de salons professionnels ainsi que via les réseaux sociaux. Nous réalisons des publications et rapports sur divers aspects du commerce et des filières que nous présentons lors de webinaires comme celui-ci. Et si vous êtes intéressé, la liste de prochains webinaires vous sera présentée à la fin de celui-ci. Enfin, nous transformons ces informations et analyses concrètes en actions. Nous aidons notamment au développement des entreprises et les accompagnons pour qu'elles accèdent à de nouveaux marchés et facilitent leur rencontre avec de nouveaux clients ou même fournisseurs. Alors, maintenant que vous avez une idée du collet AD et du département de l'analyse des marchés, on peut commencer notre analyse vers les salons de 2025. Commençons d'abord par euh, où on a été présent et où vous pouvez nous retrouver en 2025. Alors pour 2025, nous avons préparé un tableau qui liste les principaux salons auxquels le Coléadé a et va participer. Vous verrez, on y est soit en exposant ou même comme visiteur. Alors certains d'entre eux, vous les connaisserez bien. Nous y sommes exposants depuis de nombreuses années. Par exemple, le Fruit Logistique à Berlin ou même Biofac à Nuremberg. Mais aussi, on est exposant à Fruit Attraction à Madrid. Alors, ces salons sont vraiment les plus importants dans notre secteur car ils sont entièrement dédiés aux fruits et légumes, qu'ils soient frais ou même transformés, mais on ne s'arrête pas là. D'autres salons retiennent de plus en plus de notre attention, notamment en Afrique, comme le Sahara en Côte d'Ivoire, ou même l'IFTEX au Kenya, qui est spécialisé dans les fleurs. La Ghana Horticulture Expo aussi est très intéressante, ou même Agroalimentaria en République dominicaine. Et nous sommes aussi allés au Gulf Food de Dubaï, qui est connu comme un des plus grands salons d'alimentation et boissons au monde. Alors pour finir, le Colade élargit aussi ses centres d'intérêt. On participe maintenant à des salons un peu plus spécialisés, par exemple le seafood, qui est dédié aux produits de la mer, ou même encore le Ampac, qui est un salon plutôt axé sur l'emballage. Alors maintenant, passons un peu le focus sur les salons internationaux que notre département a visités et analysés. Alors, vous pouvez voir dans ce graphe que ces grands salons professionnels se tiennent chaque année, principalement en Europe. Leur durée peut varier. Généralement, c'est de 3 à 7 jours. Et ils attirent un très grand nombre de visiteurs. Alors, comme vous pouvez voir, pour vous donner une idée de leur importance, le Gulf Food euh, est le premier en termes de visiteurs avec une estimation de plus ou moins 100 000 visiteurs, ce qui est très, très, très grand. Suivi très près, par exemple, par le Fruit Logistique avec 91 000 visiteurs cette année, ce qui aussi est très important. Ces salons offrent des surfaces d'exposition de tailles différentes, ce qui peut aussi influencer directement le nombre d'exposants, comme vous pouvez voir. À ce sujet, deux salons se distinguent particulièrement par leur nombre peut-être un peu plus petit, le IFE et le Biofac, ou même MacFruit. Mais alors que ces plus petits nombres d'exposants peut être expliqué par leur taille de salon. Dans ce cas, GoldFood et Flogistica ont un plus grand nombre d'exposants, ce qui peut aussi être encore une fois expliqué par leur taille de salon.
Alors, pour le nombre de pays représentés, trois salons sont en tête. Le Gulf Food, Food Logistica et l'IFE. Ces variations dans la participation et la fréquentation peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs. Alors, il peut s'agir de la proximité des dates entre certains événements, comme par exemple l'espace d'une semaine entre le Biofac et le Fruit Logistica, mais ça peut aussi que ça soit une raison de choix stratégique de la part des exposants ou encore d'une décision de réduire les investissements consacrés à un salon particulier. Alors, je passe maintenant la parole à ma collègue Alexandra, qui vous parlera maintenant des tendances et innovations identifiées pendant nos visites dans les salons. Merci beaucoup. Et super. Merci Thiago pour cette vue d'ensemble sur les salons auxquels le Colide participe, a participé, va participer. Donc, comme Thiago l'a dit, on va un petit peu parler aujourd'hui des grandes tendances, des innovations, mais de certains éléments aussi qu'on a pu observer et apprendre de nos participations. Pas uniquement de notre département, mais de tout le Colide et d'autres équipes. Et évidemment, c'est basé sur les salons qui ont déjà eu lieu en 2025. Voilà. Moi, je vais vous parler plus particulièrement des grandes tendances et des innovations alimentaires qui a pu avoir lieu, qu'on a pu voir. Ça va vous donner un peu un aperçu de ce qui forme la demande, de ce qui pousse un peu les innovations, oui, des tendances qui poussent les innovations pendant les salons, pour vous donner un aperçu comme si vous y étiez vous-même. Donc, on peut déjà dire que de manière générale, ce sont à peu près les mêmes tendances de consommation et d'innovation qui sont observées dans la plupart des salons. Et ces tendances se confirment en fait au fur et à mesure. Donc, par exemple, ce qu'on a pu voir à Fruit Logistica en Allemagne en février euh, se voit également à Gulf Food au Moyen-Orient, etc. Enfin, ce sont des choses qui ne sont pas toujours liées à une région, quoi, ou à un pays. C'est ça qui est assez fou parce que c'est souvent transversal. Donc, les grands mots-clés qu'on a pu retenir sont la santé, l'innovation et la durabilité. En ce qui concerne la santé, on peut déjà dire que la demande des consommateurs pour des aliments riches en nutriments augmente et continue d'augmenter parce que, elle est stimulée par une sensibilisation de plus en plus importante au bien-être de manière générale, qu'on voit depuis des années. C'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qu'on voit, qu'on continue à voir. Et quelque chose de nouveau qu'on a pu voir cette année, depuis le mois de février, c'est de plus en plus de mise en avant de super aliments. Donc c'est un mot qu'on a vu beaucoup à beaucoup d'endroits. On parle notamment des baies et des fruits rouges, comme l'açaï par exemple, qui a été assez fort mis en avant cette année, mais aussi d'autres aliments qui peuvent être d'origine africaine, comme par exemple la poudre de moringa ou le baobab qui suscitent tous les deux une grande attention. Alors, ce ne sont pas des nouveaux aliments, mais ils sont plus mis en avant que les années précédentes. Et ça vaut donc pour des poudres, des smoothies, etc., comme on peut voir sur la photo ici, mais ça vaut aussi pour des aliments transformés qui sont notés chargés en super aliments, etc. Au-delà des super aliments individuels, on voit aussi que les consommateurs recherchent de plus en plus des produits dits fonctionnels. Donc, ce sont des produits ou des aliments qui sont conçus pour répondre à des besoins spécifiques, comme une meilleure digestion, un meilleur sommeil, augmenter l'immunité, avoir une haute teneur en protéines, etc. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les aliments fonctionnels. Et c'est quelque chose qu'on a de nouveau vu de plus en plus et dans plusieurs salons qui étaient fort mis en avant et qui étaient utilisés pour promouvoir les produits. Et ça vaut pour n'importe quelle forme de produit. Donc, on a vu de la poudre pour des smoothies, encore une fois, de la poudre pour des yaourts, des céréales, des snacks, des boissons. Et c'était à chaque fois, enfin souvent mis en avant, comme sur la photo ici, euh, voilà, pour des choses plus spécifiques, fonctionnelles pour la personne. Donc, finalement, dans cette catégorie santé, une autre chose qui a été fort mise en avant cette année, jusque maintenant, c'est une tendance de diversification des protéines. De nouveau, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on a déjà vu des années précédentes, mais qui était encore plus mis en avant cette année par rapport à d'autres années.
Donc, on voit de un, beaucoup de produits avec une haute teneur en protéines. C'est quelque chose qui est fort à la mode. Mais en plus de ça, on voit beaucoup d'alternatives aux protéines animales. Donc, les consommateurs s'éloignent des sources de viande plus traditionnelles. On voit des alternatives végétales, mais aussi des Hmm. insectes, par exemple. Et donc, enfin, dans les salons, dans différents salons, on a pu voir des insectes sous forme de chips ou de poudre qui sont aussi meilleurs pour la planète que des sources protéines animales. Et c'est un peu la première fois qu'on en voyait dans les salons. On n'en voit pas beaucoup, mais on en voit plus que l'année passée, que l'année d'avant. Et c'est sûr que ça va continuer dans ce sens. Les autres grandes tendances qu'on a pu observer dans la consommation, c'est l'importance de la durabilité, notamment dans les emballages durables. Évidemment, on sait que l'industrie se tourne de plus en plus vers des solutions d'emballage compostables et recyclables. C'est le sujet de nombreuses conférences. C'est quelque chose qui est vraiment qui est dans tous les salons, il y a toujours des conférences sur le packaging. Évidemment, la nouvelle réglementation européenne, vous pouvez accéder sur le slide, qui oblige certaines choses aussi, favorise évidemment la discussion autour du packaging durable. Et enfin, la dernière tendance qu'on voulait mettre en avant et noter cette année, jusque maintenant, encore une fois, c'est pas nouveau, mais c'est toujours mis en avant, on ne peut pas ne pas le mentionner, c'est la révolution de l'intelligence artificielle dans l'industrie alimentaire. Donc, elle change profondément la façon dont les entreprises alimentaires fonctionnent. Elle transforme la production, la logistique, et aussi le développement des produits en fonction de la demande, des tendances de consommation, de la demande des consommateurs. Et l'intelligence artificielle est aussi utilisée pour proposer des nouveaux produits. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui change. Encore une fois, c'est un sujet de nombreuses conférences. On en voit dans tous les salons et on voit de nouvelles applications de l'intelligence artificielle dans tous les salons également. Alors maintenant, on va parler un peu plus en détail des innovations présentées dans les salons. Donc ici, on parle d'innovations qui sont dans les parties innovations des salons, qui sont parfois dans les concours, etc. Et ces innovations sont des nouveaux produits, parfois des nouvelles marques, des nouvelles variétés de fruits et légumes. Ça peut être aussi un nouveau développement aux entreprises qui existent, etc. Et on en a sélectionné quelques-unes à mettre en avant aujourd'hui parce qu'elles répondent évidemment aux tendances de consommation, aux demandes des consommateurs. Et, euh, et donc voilà, elles illustrent en fait très bien toutes les tendances qui poussent l'innovation actuellement dans l'alimentation. Alors, une des choses qui est fortement mise en avant, vous allez voir avec les exemples ici, c'est toutes les variétés qui proposent de nouvelles couleurs ou de nouvelles formes qui répondent un peu aux besoins de découverte des consommateurs. Les gens, ils veulent découvrir de nouvelles saveurs, goûter de nouvelles choses, de nouveaux produits. Donc, le premier exemple, c'est par exemple la variété d'ananas de niche de Del Monte. Ils ont en fait repoussé les limites des variétés d'ananas premium avec l'introduction du Ruby Glow, après le succès qu'a pu avoir le Pink Glow et le Honey Glow. Donc, le Ruby Glow, il a été présenté pour la première fois en 2024, l'année dernière, à Fruit Logistica. Il est rouge vif, donc c'est un ananas rouge vif, et il a un attrait vraiment haut de gamme. Euh, Contrairement au Pink Glow, qui est génétiquement modifié et donc pas envisageable sur le marché européen, Ruby Glow pourrait un jour être disponible en Europe en tant que produit de niche ultra premium. C'est quelque chose que voilà, Del Monte met beaucoup en avant. Un autre exemple qui joue aussi avec les couleurs, ce sont les oranges rouges de chez Onyx. Ils se distinguent par leur couleur bordeaux profonde et une bonne qualité, évidemment. Elle a un goût sucré des agrumes. Elle n'a pas de pépins, ce qui favorise aussi cette orange comme choix de snack sain et pratique pour les consommateurs. Euh, L'année passée, on en avait déjà parlé. Le sans pépins est quelque chose qui avait aussi beaucoup de succès. On n'en a pas reparlé cette année parce que c'est moins nouveau, on va dire. Un autre aspect de cette orange qui est aussi mis en avant, c'est qu'elle est très résistante. Donc, ça assure sa durabilité pendant le transport, ce qui est aussi un facteur important et mis en avant régulièrement dans les nouvelles variétés de produits. Alors, toujours dans cette idée de découvrir de nouvelles variétés et d'encourager le snacking sain et pratique, ben, on peut voir par exemple ici les mandarines Halloween.
qui ont été présentés à Fruit Logistica. C'est une version un peu ludique des mandarines traditionnelles en les transformant en petites citrouilles avec un emballage un peu accrocheur et plus amusant pour attirer les plus jeunes consommateurs dans un snacking sain. Donc, vous voyez, c'est tout le temps un peu les mêmes idées qui reviennent dans les innovations, quoi. Alors, d'autres innovations sont parfois un peu plus axées sur la durabilité pour être meilleures pour l'environnement, réduire le gaspillage alimentaire, etc. Et dans cet exemple, on peut parler par exemple de Eosta, qui a lancé une nouvelle approche pour la promotion de leurs avocats. On sait que la culture des avocats, elle est souvent critiquée pour la forte consommation d'eau. Et Eosta a introduit en fait plus de communication et plus de marketing autour de l'usage unique d'eau de pluie pour leur production. Alors, la méthode réduit l'impact environnemental de la culture des avocats, ce n'est pas nouveau, mais elle répond à la demande croissante des consommateurs pour des produits plus respectueux de l'environnement. Et donc, il y a plus de communication qui est mise en avant euh, pour ce genre d'utilisation de l'eau. Un autre exemple qui lutte un peu contre le gaspillage alimentaire et qui montre aussi, qui illustre d'autres innovations qu'on peut voir dans le même genre, c'est le chou Samantha. C'est un chou qui est compact et il est pointu, il est un peu plus sucré que les variétés traditionnelles, mais surtout il a une petite taille, ce qui permet de réduire le gaspillage alimentaire puisqu'il est plus facile à manipuler, plus facile à stocker, plus facile à cuisiner et il répond à la demande de praticité par les consommateurs et sa plus petite taille permet de réduire le gaspillage alimentaire. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans les innovations, quelque chose de plus petit, de plus pratique. Enfin, un autre exemple sur ce type aussi d'innovation, c'est les variétés qui sont développées pour avoir des saisons de production plus tôt ou plus tard dans l'année. C'est quelque chose qui est souvent présent dans les innovations. On veut offrir plus d'options aux importateurs pour avoir des produits toute l'année. Donc, un exemple parmi des dizaines, ce sont les fraises Aldina que vous voyez sur le slide ici, qui ont été mises en avant pour leur plus longue production. Aussi une conservation plus longue et une meilleure transportabilité, comme on a pu le voir au slide précédent, donc qui va moins s'abîmer au transport et ce qui aide aussi à réduire les déchets entre la production du fruit et la consommation du fruit. C'est quelque chose, encore une fois, qu'on voit beaucoup et qui pousse les innovations. Et alors, la dernière catégorie d'innovation qu'on a retenue pour parler aujourd'hui, c'est le côté pratique et le snacking sain. J'en ai déjà parlé quelques fois avec les innovations d'avant, mais c'est quelque chose qui est mis en avant dans les salons, qui ne s'arrête pas. Il y a tout le temps des innovations sur du snacking sain, du snacking pratique, des aliments pratiques. C'est pas prêt de s'arrêter et ça va avec l'envie de bien-être et de santé des consommateurs. Donc, on a vu, donc, comme je dis, on a vu des exemples dans les innovations précédentes, mais je vais vous donner ici un autre exemple avec des épices liquides qu'on a pu voir plusieurs fois dans des salons aussi. Donc, elles sont présentées en fait comme étant plus faciles à utiliser que les épices fraîches ou séchées, qui se mélangent mieux dans les sauces et dans les boissons que les épices fraîches ou séchées. Et on a pu voir dans des épices liquides, on a pu voir l'ail, du gingembre, des piments, etc. Mais aussi des super aliments comme le baobab en forme liquide, etc. Alors, dans les snacks sains et originaux, on en a vu tout plein, comme j'ai dit. Et voici d'autres exemples. On a des pâtes à tartiner à base d'avocat qui sont mélangées à des fruits tropicaux. Des snacks à base de fruits, des snacks de fruits, pardon, à base de purée de noix de coco et de mangue, récompensés dans la catégorie meilleur snack à un salon, ou le lait d'avoine à la mangue, qui a aussi remporté le premier prix dans la catégorie des produits de santé, dans ce cas-ci à Girl Food, à Dubaï. Donc voilà, ça clôture les innovations et les grandes tendances qu'on a pu voir jusqu'ici en 2025 dans les salons. Et je vais passer la parole à Denis qui va vous parler notamment de la position des pays ACP dans ces différents salons. Denis, si tu pouvais remettre ton micro. Oui, vous m'entendez? Oui, merci. Super. Merci Alexandra. Merci beaucoup pour cette présentation des innovations qui montre que le secteur
des fruits et légumes, des produits transformés sont en mouvement et proposent des choses nouvelles. Moi, je vais vous parler donc la position des pays ACP, des origines ACP, des entreprises exposant dans ces salons. Alors, la slide suivante. Donc, on vous a montré tout à l'heure l'importance de ces salons et donc la montée grandissante du nombre de participants suivant la taille de ces salons. Donc là, vous voyez donc au tableau la participation le nombre d'exposants des pays ACP et le nombre de pays ACP représentés. Alors, globalement, l'analyse qu'on en tire, c'est que les origines ACP, leurs entreprises ou organisations professionnelles sont toujours présentes dans ces salons majeurs en Europe en mettant en avant donc leurs produits leaders. Mais sur la baisse de fréquentation que vous pouvez voir sur certaines années, montre que certaines entreprises ont de plus en plus peuvent avoir de plus en plus une approche sélective des salons européens, voire non européens, qui sont guidés par une stratégie de marché cible, par une offre compétitive, donc plus ou moins compétitive sur ces marchés, et puis aussi la crainte d'une méconnaissance des marchés. Et donc, du coup, on préfère s'assurer d'être présent sur des marchés qu'on connaît mieux. Et puis, il y a aussi la complexité des réglementations. Par exemple, la participation limitée au salon de la Gold Food et de l'IFE font partie effectivement des salons qui, donc pour IFE, donc c'est International Food Exhibition en Angleterre, on pourrait penser que le Brexit a peut-être freiné effectivement certaines entreprises y aller pour la complexité des réglementations. Et concernant la Gold Food, une proximité de marché ou une difficulté d'entrer sur ce marché. Nous verrons tout à l'heure l'exemple de la Gold Food. Donc, il y a un nombre variable d'origines et d'entreprises donc, selon les salons et les années. Ça, vous le voyez sur le tableau, les chiffres du tableau. Mais ce qui est à constater, c'est qu'il y a une tendance, je dirais, stable concernant la Fruit Logistica, Biofar et McFruit, qui sont des salons importants en Europe, sont en tête donc des salons en nombre d'exposants en 2025, avec même un pic en 2024 pour la Fruit Logistica. Et le constat qu'on peut faire quand même, hein, c'est que la présence des entreprises ou des origines est en croissance et le nombre de pays représentés est également en hausse en 2025, ce qui est encourageant et qui montre que ces salons sont dignes d'intérêt et continuent à intéresser. Alors, la slide suivante va nous montrer quelles sont les opportunités, notamment pour les super aliments africains. On en a parlé tout à l'heure. Donc, les origines leaders sont toujours présentes dans certains secteurs, comme l'Afrique de l'Ouest, avec la mangue, alors, la Côte d'Ivoire, le Mali, avec l'ananas et la noix de coco pour la Côte d'Ivoire. Non, pardon, l'ananas et la noix de coco pour le Ghana. L'Afrique de l'Est, l'avocat, haricots verts, piment. Nous avons vu cette année, bien sûr, le Kenya est présent, mais également le Rwanda. Pour l'océan Indien, l'île Maurice, avec ses ananas Victoria, mais aussi à présenter de nouveaux produits comme la myrtille ou certaines noix. Et puis la Mauritanie était présente cette année avec un grand stand et qui présentait des produits qui ne sont pas nouveaux, mais pour l'origine, qui était une manière aussi de participer à la compétition et au marché mondial avec la pastèque, des butternuts et des squash et des melons qui montrent qu'il y a une volonté aussi de participer et de faire sa place sur ces marchés. Et puis la République dominicaine qui présentait cette année des mangues locales au nom très intéressants comme la crema de oro, le mingolo, le banilero, qui sont des variétés très connues localement, mais qui, pour les entreprises dominicaines, peuvent avoir un intérêt sur les marchés européens. Voilà. Et certaines origines donc, souhaitaient faire connaître donc, de nouvelles alternatives de produits dits conventionnels. Et quand on dit alternatives, en fait, ce sont des origines qui viennent avec des produits connus, mais on n'attendait pas ces origines sur le marché. Et puis, il y a les super aliments
africains, on en a parlé tout à l'heure, avec les huiles essentielles et les huiles d'avocat en Éthiopie, par exemple. L'Éthiopie présentait ce type de produit. L'huile de marula au Zimbabwe, l'hibiscus, poudre ou boisson à base de baobab et de moringa. Le Sénégal a présenté ce type de produit, notamment dans au salon Biophare. Madagascar avec la vanille ou la poudre de gingembre du Togo. Le curcuma frais de Tanzanie, alors qu'ils sont des produits biologiques, mais qui montrent qu'effectivement, il y a une volonté de prendre sa part sur le marché des super-aliments. Alors, les salons hors Europe, on va parler, donc c'est, voilà, merci. Les salons en Europe comme la Gulf Food pardon, à Dubaï est un des plus grands salons au monde parce qu'il inclut de nombreux secteurs de l'agroalimentaire, du frais au transformé, donc fruits et légumes, viande, boissons, produits traiteurs. Et donc, ce salon, c'était important pour notre département d'y être pour un petit peu voir quelles sont les tendances, quels sont les opérateurs qui sont présents, qu'est-ce qui s'y passe et les tendances. Et donc, un constat qu'on a fait, c'est que pour nous, la faible présence des pays ACP ou des exposants des entreprises, pour nous, était une occasion manquée cette année. Alors, il faut souhaiter que les années suivantes, il y ait plus de monde, mais car, bon, peu présente, bien sûr, mais et surtout, l'occasion manquée tout simplement parce qu'il y a une proximité avec cette zone. Le continent africain n'est pas très loin de lieu de ce salon et du marché du Moyen-Orient. Alors, par contre, il y avait une présence importante des autres régions du monde. Et pour le COLID, pour nous, ce salon est vraiment clé pour comprendre et analyser l'évolution des marchés du Moyen-Orient. Enfin, il faut savoir que le transport maritime, l'Afrique modernise à vitesse grand V, je dirais, ses infrastructures portuaires. L'Afrique de l'Ouest est d'ailleurs plus en avance que l'Afrique de l'Est. Et juste un exemple, très récemment, le DP World, qui est une société logisticienne spécialiste de la gestion portuaire, a communiqué dans la presse et vient d'annoncer des investissements importants dans des ports en eau profonde en RDC et également au Sénégal. Donc c'est un atout. On voit qu'il y a un intérêt effectivement pour les origines africaines et donc de développer la logistique est un moyen aussi d'agrandir ou d'accroître l'attractivité pour les compagnies maritimes qui vont offrir désormais des services, des routes, alors des services qui sont soit terrestres ou mer ou soit combinés afin d'optimiser donc les coûts et profiter des réseaux routiers internationaux de plus grande qualité qui sont construits en Afrique. Alors, les défis auxquels, la slide suivante, s'il vous plaît, les défis auxquels donc, les pays ACP doivent faire face, ben, il y a une concurrence sur les prix. Hein, les coûts des intrants et du transport deviennent de plus en plus élevés en raison des incertitudes géopolitiques actuelles, hein, la guerre en Ukraine, les crises du Moyen-Orient ou l'insécurité dans la mer Rouge. La difficulté aussi pour certaines entreprises à faire des économies d'échelle en raison des tailles limitées des entreprises pour absorber donc les coûts et aussi la difficulté à maintenir une qualité constante des produits tout au long d'une saison. Donc ça, ce sont des défis à surmonter pour participer à ces salons et pour pouvoir proposer et être très compétitif par rapport à la concurrence. Cependant, la logistique maritime et aérienne aujourd'hui est optimisée. Je le disais tout à l'heure, hein, les grandes sociétés, les compagnies maritimes créent des alliances qui favorisent une offre compétitive en répondant aux besoins des chargeurs, hein, en tout point du globe. Hein. Ils mettent à disposition des conteneurs réfrigérés en flux tendu, traçabilité en temps réel des chargements. Ils proposent des services de porte-à-porte et également ils répondent aux exigences bas carbone de la réglementation européenne en mettant en place des bateaux à nouvelle propulsion, hein, par exemple les propulsions au GNL, le gaz naturel liquéfié, qui permet de limiter des émissions de CO2, hein, de moins 20% quand même, et donc éviter les émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, le transport aérien, les compagnies aériennes investissent dans des avions beaucoup plus économes,
en carburant et optimisent leur offre de capacité. Alors, là aussi, l'optimisation est faite en volume, en fonction des volumes de marchandises qui sont proposés, qui sont offerts. Ça, c'est un vrai challenge aussi pour les origines ACP et aussi des produits de valeur, de haute valeur ajoutée, et qui intéressent beaucoup plus les compagnies aériennes à transporter. Par exemple, le frais par rapport au prêt emballé, la fraîche découpe ou le prêt à consommer par rapport au frais. Et donc, également, un des défis aussi, c'est la stabilité politique de pays ou des régions qui peuvent effectivement inviter ou limiter les investissements ou la venue de compagnies de transport ou de logistique. Mais la tendance reste quand même d'un intérêt certain pour le continent africain et des pays ACP dès lors qu'il y a des infrastructures modernes qui soient faites. Alors l'accès au marché nécessite bien sûr un accompagnement en raison de l'évolution des exigences de la demande, hein, qui inclut des considérations environnementales, sociétales, de souveraineté alimentaire versus sécurité alimentaire. C'est un argument qu'on vient, qu'on entend dans les salons, voilà, ne pas consommer ce qui vient de loin pour ne pas créer de l'insécurité alimentaire ailleurs et même dans les pays d'origine. Donc cela nécessite également la mise en place et le respect des normes de qualité publique, de mise en place de certifications privées et le respect des réglementations phytosanitaires. Alors, la faible présence au salon d'entreprise ou d'origine a plusieurs facteurs, comme par exemple, on le disait tout à l'heure, hein, le recentrage stratégique, je dirais, des entreprises vers des marchés locaux ou régionaux, plutôt que d'aller vers des marchés lointains, plus exigeants en réglementation. Et ces marchés locaux et régionaux sont parfois plus rémunérateurs, moins contraignants au niveau réglementaire, et l'investissement qui est aussi nécessaire pour pouvoir être compétitif est tellement important que les entreprises parfois se disent, ou même tout simplement participer à des salons lointains nécessite un investissement important des entreprises. Et lorsqu'il n'y a pas d'appui financier extérieur, les entreprises préfèrent se rabattre sur des marchés plus à proximité. Et puis, je le disais tout à l'heure, une taille limitée des entreprises qui ne peut pas toujours répondre aux attentes des acheteurs qui souhaitent parfois avoir des volumes beaucoup plus importants des produits. Alors, on va passer maintenant sur un exemple du salon de la Gulf Food. Comme je disais tout à l'heure, c'était notre première participation en tant que département information sur les marchés. Le COLEAD a déjà participé à ce salon avec une mission commerciale. Je tiens à le rappeler parce que dans notre programme Next Kenya, une mission commerciale était partie là-bas pour faire une prospection pour les exportateurs kenyans. Mais là, on est venu en tant que département pour avoir une vision plus globale des choses. Alors, concernant donc ce qu'on a observé donc sur ce marché, c'est qu'il y a une forte segmentation des consommateurs donc dans les Émirats arabes unis, par exemple, et avons entendu dire qu'il allait en être de même dans les autres pays du Golfe. Alors, la segmentation se fait sur les faibles revenus. Ce segment représente la majorité de la population. Le consommateur de ce groupe préfère des produits bon marché et achète généralement dans les supérettes. Il y a la concurrence des grands exportateurs comme la Chine, l'Inde, le Vietnam, la Turquie sur ces types de produits qui offrent donc des produits à un segment de consommateurs à faible revenu. Et puis, les exigences en matière de certification sont minimes sur ces marchés, ainsi que les normes SPS de base, qui sont généralement, enfin, les normes SPS, celles de base sont généralement suffisantes. Et puis, le prix est un facteur déterminant. Sur la photo, vous voyez donc une supérette typique dans le quartier de Mouaïchna à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où vit une importante communauté d'ouvriers indiens. Alors, vous avez un autre segment, qui est le segment des hauts revenus, qui a un volume, qui est le volume qui est faible au niveau des produits, mais les prix sont plus élevés. Alors, les produits sont d'origine très diverses et se vendent généralement à des prix élevés. La qualité est essentielle pour ce type de produit et pour ces consommateurs qui accordent une grande confiance à certaines origines. Alors, les origines qu'on voit, hein, c'est l'Australie,
ou certains pays même de l'Union européenne. La certification prend de plus en plus d'importance et les bonnes pratiques agricoles, je dirais, mondiales sont couramment exigées. Hein. La certification biologique, par exemple, peut constituer un avantage concurrentiel pour ce type de segment. D'autres normes de durabilité environnementale et sociétale ne sont pas encore demandées, mais ça ne serait tardé. Les nouveaux exportateurs ont davantage de possibilités de pénétrer le marché dans ce segment, mais les exigences de qualité donc, sont élevées. Sur la photo, donc là, vous voyez un supermarché typique près du parc de Jumeirah à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où vivent principalement voilà, des cadres col blanc expatriés du monde entier. Donc, c'est deux types, je dirais, de marchés, de segments produits sur ce marché au Moyen-Orient. Ensuite, quels sont les défis donc la slide suivante, les défis à relever pour pénétrer ce marché. Donc, il est essentiel de choisir un bon partenaire, pour pénétrer le marché des Émirats arabes unis. Les grossistes ont tendance à proposer de meilleurs prix et des conditions de paiement plus souples. Ce sont des alliés solides qui peuvent promouvoir activement vos produits et s'implanter sur le marché. Les détaillants sont plus difficiles dans la négociation et sont souvent moins impliqués dans la promotion des produits. Toutefois, ils offrent un accès direct à un grand nombre de consommateurs et éliminent les intermédiaires, ce qui peut être un avantage pour la reconnaissance d'une marque et établir des relations directes. Alors, sur la gestion des risques, le commerce international comporte bien sûr des risques, notamment en ce qui concerne les paiements et les fraudes potentielles. C'est vrai que ces marchés ont, je dirais, cette réputation. Et dans le cas des Émirats arabes unis, voilà, il y a un certain nombre de choses à respecter ou à suivre pour ne pas être en difficulté. Alors, il est essentiel de faire preuve de diligence raisonnable. Il existe des sociétés spécialisées qui peuvent vous aider à évaluer la fiabilité, la crédibilité de ces entreprises, de ces partenaires potentiels. Ensuite, il est fortement recommandé de rencontrer des acheteurs en personne. Donc, venir au salon Gulf Food n'est pas, je dirais, vain, et afin d'instaurer donc un climat de confiance et éviter des malentendus. N'acceptez que des paiements anticipés et ne donnez pas de crédit. Voilà, c'est une des recommandations. Et l'assurance des transactions est une mesure clé d'atténuation des risques. Dans la mesure du possible, il convient de travailler avec des entreprises qui sont bien établies, qui jouissent d'une solide réputation, et elles sont également susceptibles de manquer à leurs obligations. Elles sont, moins susceptibles de manquer à leurs obligations et de disparaître quand elles ont une taille suffisante. Il faut également s'assurer que l'approvisionnement des produits que vous allez proposer est stable en volume et surtout en qualité. Et ça, c'est important. Pour atteindre certains volumes d'exportation, le regroupement de produits provenant de différents producteurs peut être une option. Et vraiment, la Gulf Food est l'occasion de rencontrer des détaillants et des grossistes en personne. Donc là, vraiment, c'est un salon sur lequel il y a, voilà, on vous recommande véritablement d'analyser d'un peu plus près l'opportunité d'y être. Enfin, il existe différentes options, je dirais, pour entrer, différents points d'entrée vers les pays du Golfe. Donc, différentes options logistiques pour atteindre ces marchés. Le choix dépend bien sûr de la durée de conservation des produits et de la destination. En fonction de la destination, les principaux points d'entrée sont les suivants. Dans les Émirats, il y a l'option fret maritime et aérien. Par exemple, le port maritime de Jebel Ali et les aéroports de Dubaï ou d'Al Maktoum. Vous voyez tout cela sur la carte. Sont des points d'entrée et les Émirats sont une plaque tournante, comme vous le savez, essentielle pour la distribution des produits frais dans tous les pays du Golfe. L'Arabie Saoudite, les ports importants sont celui de Jeddah, du côté de la mer Rouge, et de Daman, du côté du Golfe Persique. Et ces deux ports offrent donc un accès au plus grand marché de consommation des pays du Golfe, ce qui est parfait, notamment pour les conteneurs et les marchandises destinées au marché saoudien. Le Qatar est une autre plaque tournante avec des options de transbordement de fret maritime et aérien qui offre des produits de haut de gamme pour le secteur de l'hôtellerie, par exemple. Et enfin, Oman,
avec les ports de Sohar et de Salalah, sont de bonnes alternatives à l'océan Indien et disposent de couloirs sous douane vers les Émirats en cas de perturbation en mer Rouge. Alors, outre les points d'entrée, les modes de transport peuvent donc varier. Par exemple, le fret maritime complet, il peut être moins cher, mais plus lent. Par exemple, il est idéal pour les avocats, les mangues, les agrumes, les oignons, les pommes de terre, les noisettes, qui peuvent être transportés dans des conteneurs frigorifiques, atmosphère contrôlée. Vous avez la combinaison mer et fret aérien, qui peut être aussi une excellente alternative pour des marchandises ayant une durée de conservation plus courte et qui peuvent être manipulées en cours de route. Elle permet de réduire de moitié le prix du fret aérien complet. Comme nous l'avons dit, les Émirats arabes unis sont une plaque tournante importante pour le commerce et ça peut être une option pour les fruits à baies, par exemple, le haricot vert fin ou le maïs, les baby corn, les mini maïs et les fleurs. Le fret aérien complet, pour les produits dont la durée de conservation est inférieure à 72 heures, de nombreux aéroports donc, existent. Donc, les Émirats arabes unis, Dubaï, Qatar offrent un bon service de fret, notamment avec Emirates, Sky Cargo, Etihad, Qatar Airways, etc. Enfin, les accords commerciaux et des droits de douane et des accords de commerce extérieur au niveau des Émirats arabes unis et du Qatar qui permettent de réduire droits de douane pour de nombreuses origines. Par exemple, il faut savoir que les droits de douane en Arabie sont nuls. Par contre, les normes douanières SPS sont plus strictes. Enfin, un dernier conseil, si vous prévoyez de desservir plusieurs États du Golfe, dédouanez vos marchandises aux Émirats arabes unis avec un guichet unique qui propose des guichets uniques avec des formalités de réexportation rapide et vous pourrez donc les acheminer vers des marchés finaux par camion dans le cadre d'un transit douanier type transit international routier ou CCG, c'est-à-dire que c'est une organisation, c'est dans le cadre du Conseil de coopération des États arabes du Golfe qui représente, c'est une organisation régionale qui représente plusieurs États, le Bahreïn, Koweït, le Sultanat d'Oman, le Qatar, le Royaume d'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis. Et donc, grâce à cette normalisation unifiée, on va dire, ça permet donc à avoir des dédouanements facilités. Et donc, c'est intéressant quand les volumes sont spécifiques et ciblés pour un certain nombre de pays. Vous pouvez les débarquer donc directement dans le port du marché de consommation afin d'éviter donc une double manutention. Donc voilà quelques points très particuliers concernant la Gulf Food. On a souhaité, dû à notre première participation, donc collecter un certain nombre d'informations pour voilà, vous inviter à mener une réflexion sur ce salon qui peut être un intérêt important si vous souhaitez aller sur ce marché du Moyen-Orient qui est en expansion. Voilà, donc nous sommes arrivés donc à la phase des questions-réponses. Je vais commenter une des premières. Alors, Oui, il y a eu une question enfin, de quelqu'un qui aimerait participer à un salon. Euh, voilà. Quelles seraient un peu les étapes, comment choisir son salon, comment moi je veux aller à un salon cette année, qu'est-ce que je peux faire, quoi. Voilà. Alors, effectivement, il y a beaucoup de salons. On le disait tout à l'heure, la présence des entreprises qui exposent depuis pas mal d'années maintenant, ou des origines, le font en fonction du marché ou des marchés qu'ils ciblent. Voilà. Donc voilà, déjà, voilà, si vous souhaitez aller en Europe, vous avez un panel de salons qui vous sont proposés. Si vous souhaitez aller plutôt au Moyen-Orient, vous avez le panel, enfin, vous avez la Gulf Food. Petite parenthèse concernant la Gulf Food, c'est vraiment un carrefour. Alors, bien évidemment, la Gulf Food est intéressante pour aller sur ce marché du Moyen-Orient, mais le monde entier se rejoint. Et donc, ça peut être aussi l'occasion. On parlait aussi de la proximité du continent africain de cette zone. Ça peut être aussi l'occasion de rencontrer des opérateurs qui sont aussi en Europe ou qui sont en Amérique latine ou qui sont sur d'autres marchés avec qui vous pouvez nouer des relations, voyez, et qui ne sont pas forcément positionnés au Moyen-Orient. Alors donc, choisir son salon en fonction du marché cible
et puis se préparer à ce salon. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le Colide organise des sessions de formation, donc il y en a eu pour cette année, pour les salons de cette année. Donc, il n'y en aura pas pour les salons de l'année prochaine, pour l'instant programmés. Donc là aussi, comment on aborde un salon, comment on s'y prépare. Par exemple, pour la Fruit Logistica, sachez que si vous voulez être exposant, la clôture des dossiers d'inscription, c'est au 1er juillet de cette année. Ils sont lancés dès le mois de mai et voilà, vous devez l'envoyer avant le 1er juillet. Si vous voulez être visiteur, là, pas de problème. Vous pouvez acheter votre billet. Alors, achetez-le en avance parce que vous avez des réductions de prix. Et puis, surtout, préparez-le en étudiant quelles sont les entreprises qui exposent acheteurs potentiels avec qui que vous souhaiteriez rencontrer. Et faites déjà les démarches de rencontre juste avant. Et puis ensuite, il y a tous les aspects investissement, hein, coûts de transport, logement. Alors, il faut savoir qu'il y a des organisations internationales qui peuvent vous aider. Hein, elles sont nombreuses. Le CBI, par exemple, pour les Pays-Bas, IPD pour l'Allemagne, SWIPO pour la Suisse. Le Royaume-Uni a également un programme. Le Japon, le Canada. ITC, qui est une organisation internationale mondiale de la CNUSED, propose dans le programme She Trades, donc qui soutient l'entrepreneuriat féminin, enfin des femmes, à des programmes où ils sélectionnent un certain nombre d'entreprises et qui vous permettent de participer. Alors, c'est toujours en coût partagé. Hein. Ce n'est pas une prise en charge gratuite, mais quand même, ça peut alléger le budget. Et puis, renseignez-vous auprès de vos pays ou je dirais, ministères de tutelle qui peuvent avoir aussi des fonds pour pouvoir vous aider ou vous soutenir en partenariat, quelquefois, avec des organisations de coopération pour participer à ces salons. Voilà, j'espère avoir répondu à... Mais en tous les cas, donc, tous ces éléments, nous les mettrons lorsque nous enverrons donc, la présentation. Et vous aurez tous les détails avec les liens vers ces organisations, notamment de soutien. Y a-t-il d'autres questions? Parce que là, j'ai pas de visibilité. Non, jusque maintenant, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je pense que c'est le plus important, c'est qu'est-ce que je peux faire pour participer à un salon et tu as Voilà. donné tous les éléments de réponse. Donc, n'hésitez pas à poser d'autres questions dans le chat. Alors, je voudrais Euh, juste, il y a oui. une question qui arrive. Je voudrais juste mentionner une chose concernant les salons allemands. Ça peut être intéressant et important que ce soit exposant aux visiteurs. L'organisation des salons allemands a passé un accord il y a plusieurs années maintenant avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération d'Allemagne pour dire qu'il n'y a plus besoin de lettres d'invitation pour faire des demandes de visa dès lors que vous prouvez que vous participez à un salon, que ce soit en tant qu'exposant ou visiteur. Alors, il faut montrer une preuve. Vous avez acheté une entrée, vous êtes exposant, donc voilà, vous donnez les preuves. Vous n'avez plus besoin de lettres d'invitation pour, je dirais, monter votre dossier de demande de visa auprès de l'ambassade d'Allemagne dans votre pays, l'ambassade ou le consulat. Voilà. Oui, il y a une question qui est arrivée, il me semble, dans le chat. Oui, c'est qu'est-ce que le Colide peut faire pour aider pour participer à des salons? Ah, ben je pense que on y a répondu. Ce qu'on peut faire, alors, à participer, alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a les formations, on peut vous flécher, vous donner les liens vers les principaux salons, enfin, les principaux salons et peut-être des salons spécialisés. Donc, écrivez-nous. Voilà, moi, je cherche par exemple un salon de l'emballage ou un salon d'équipement particulier ou un salon sur des technologies particulières. Est-ce que le Colide peut m'indiquer? Alors, soit un salon à proximité, n'oubliez pas les salons africains, du continent africain ou dans la Caraïbe ou dans le Pacifique. Vous avez aussi des salons régionaux qui peuvent être très intéressants, proches de chez vous, auxquels vous pouvez participer. Donc, le Colide n'a pas la prétention de connaître d'ailleurs tous ces salons et j'en profite pour n'hésitez pas à nous envoyer également des liens
vers des salons que vous avez trouvés très intéressants et que vous souhaitez partager avec nous et avec la communauté du CoLead. Voilà, donc écrivez-nous et on vous indiquera donc les salons les plus appropriés en fonction de vos besoins. Euh, donc voilà, et puis je le disais tout à l'heure, les organismes de coopération européens ou non européens qui peuvent donc, dans le cadre de leur stratégie d'appui au secteur privé dans les pays en développement, peuvent vous donner cette opportunité de participer à des salons. Mais ce que je vous recommande, ce que nous vous recommandons véritablement, le salon, la participation au salon est à divers niveaux. Vous avez, lorsque vous êtes déjà un professionnel engagé, avec des produits qui sont déjà marketés et que vous pouvez proposer, que vous pouvez offrir, que vous maîtrisez les coûts, la logistique, voilà, vous connaissez sur le bout des doigts votre entreprise, les salons, vous pouvez être exposant ou vous pouvez y aller en tant que visiteur. Si vous voulez y aller pour découvrir ces salons, c'est aussi un investissement, mais un investissement pour l'avenir. Ça vous permet d'être en contact direct et de voir de vos propres yeux ce que fait la concurrence, ce que fait les pays voisins de votre continent ou de la région où vous êtes, et ça vous permettra d'avoir des idées pour pouvoir vous présenter ou participer de manière plus proactive lors des prochains salons. Un salon est toujours un enseignement, c'est un outil de promotion et c'est un outil commercial. Donc, il faut toujours avoir cela en tête et qui est là au bénéfice de votre entreprise et pour le développement de votre entreprise. Voilà. Je pense avoir répondu. Est-ce qu'on peut peut-être, s'il n'y a plus d'autres questions, de toute Oui, façon, si vous avez d'autres questions, on y répondra par la suite parce que l'heure tourne. On ne voudrait pas dépasser le temps qui nous est imparti. Et on voudrait vous c'est vrai, parler il de est la 16 heures, suite. donc, Voilà. Et on voudrait vous parler donc de la suite, des ah oui. prochains webinaires que nous allons organiser. Voilà. Est-ce que je le fais? Bah, oui, écoutez, ou Alexandra, est-ce que tu... Donc, effectivement, il nous reste encore 2 webinaires cette année. Donc, il y en a un le 11 septembre qui parlera du commerce des fruits et légumes frais en Afrique de l'Ouest. Et un deuxième à la fin du mois de novembre qui parlera des emballages. Donc, ce sera fait en collaboration avec notre département réglementation et standards sur la nouvelle réglementation emballage en Union européenne et aussi sur toutes les innovations qui existent dans les emballages parce qu'il y a aussi enfin, énormément de nouveaux produits qui sont innovés et mis en avant à beaucoup de salons voilà, pour avoir quelque chose de plus durable. Donc les 2 liens sont sur le slide et vous seront partagés si jamais ça vous intéresse de déjà vous y inscrire. Alors, j'en profite pour faire un... Merci beaucoup à Alexandra pour faire une toute dernière information. Peut-être que certains d'entre vous ont dû voir un nouveau produit que le Market Insight et le CoLead a mis en avance sur LinkedIn, qu'on appelle le Newswatch, c'est-à-dire que nous reprenons un certain nombre d'articles clés qui relevés dans la presse et qui donnent des tendances sur un certain nombre de thématiques, marché, emballage, produits nouveaux, innovation, etc. Et nous vous invitons véritablement à vous y inscrire. Donc, suivez-nous sur LinkedIn. Un prochain envoi va être fait cette semaine. Voilà, donc ça vous permet d'être connecté, je dirais, avec les marchés, avec le secteur fruits et légumes et je dirais, son dynamisme partout dans le monde. Et ça vous permet de voir un petit peu ce que fait la concurrence et comment dans votre secteur, les choses bougent, y compris d'ailleurs dans les pays ACP. Voilà, nous vous remercions, Alexandra, Thiago et moi-même, vous remercions de votre attention, de votre participation. Et donc, nous vous souhaitons une bonne fin de journée, une bonne continuation et au plaisir de vous revoir lors de nos prochaines sessions. À bientôt. Au revoir.